Radio Ultra, épisode 15. J'avais trop hâte de le faire et de vous retrouver pour cet épisode. On va retrouver au menu 3 thèmes principaux. Le premier thème, c'est 10 100 miles terminés en 10 ans. Ce que ce ne sera pas, c'est de vous dire, si t'as pas fait 10 fois et t'as pas terminé, t'as pas été finisher de 10 100 miles avant tes 35 ans, t'as raté ta vie. Non, pas du tout. C'est pas du tout le sens de cet épisode. C'est bien plutôt le pourquoi de cette vidéo, de ma démarche plus globalement avec l'Ultra Libre, le groupe gratuit des amateurs qui veulent se faire plaisir en ultra, et aussi avec Coaching Ultra, là où est le lieu où je fais mes accompagnements personnalisés. L'idée et le pourquoi de cette démarche, c'est de partager, on va dire, une expérience et potentiellement une méthode, on y arrivera, sur le fait d'être amateur, c'est-à-dire avoir sa vie pro d'un côté, sa vie perso de l'autre, sa vie sociale et familiale, et mettre de l'ultra dedans. Peu importe son passé, son âge, son sexe, sa situation géographique, ce qu'on aime faire à l'entraînement, etc. C'est bien ça la démarche et le pourquoi de cette vidéo. Et on commencera par ce premier thème, 10 100 miles en 10 ans, un peu le retour d'expérience ou comment ça s'est passé et potentiellement qu'est-ce qu'on peut en tirer. Deuxième thème, ce sera un deep dive et du coup un focus sur l'Istria 100. Du coup, c'était pour moi il y a 3 semaines, le 100 miles du circuit UTMB en Istrie, en Croatie. Donc un peu parler de cette épreuve, qu'est-ce que c'était, comment s'est passée l'expérience et vous partager un petit peu ça. Et puis le troisième thème, ce sera l'importance du ressenti. Et donc ça fait écho avec certains cours théoriques, notamment au début de trail de Grenoble, mais pas que, aussi avec de l'expérience, des études, etc., sur l'importance du ressenti et finalement, est-ce que ce ressenti, on peut le mesurer? Est-ce qu'il a une valeur, une validité, on va dire, scientifique? Et si oui, comment est-ce qu'il se compare notamment avec les autres repères d'entraînement plus classiques comme la fréquence cardiaque, les seuils, etc., etc. Et peut-être en bonus, enfin, je vous mettrai les vidéos de l'Istria. Alors j'en ai tourné 4 ou 5 comme ça pendant la course. On voit d'ailleurs, il y a au début et à la fin. Je suis un peu plus entamé à la fin qu'au début. C'est assez marrant, mais ça vous partagera aussi un petit peu en live comment ça s'est passé. Et si ça peut vous donner envie de courir aussi, tant mieux. Alors c'est parti et on commence avec ce premier thème. Cette course, il y a 3 semaines, pour moi, c'était en incluant une backyard que j'ai fait en 25 heures, c'était mon 10e 100 miles terminé en 10 ans. J'ai commencé l'ultra en 2014 avec du coup la Maxi Race et l'échappée belle, le 145 et 11 000 de D+. C'était la 2e édition à l'époque, sonner la cloche. Donc ça, c'était il y a 10 ans et j'avais 22 ans, 22-23 ans et aujourd'hui j'en ai 32 et c'était il y a 3 semaines, terminé mon 10e 100 miles. Et du coup, l'idée, et ce que je voulais vous partager avec ça, c'est potentiellement de dire que c'est possible, entre guillemets, de réussir à le faire en étant amateur, avec, encore une fois, sa vie pro, sa vie perso, son équilibre de vie, et en même temps, vouloir terminer ses ultras. On n'est pas obligé, pour réussir à faire ces distances-là, du moins j'en suis convaincu, on n'est pas obligé d'y consacrer sa vie ou de mettre entre parenthèses tout le reste parce qu'on veut faire plus long en distance 1 fois par an ou 2 fois par an ou 3 fois par an parce qu'on veut faire des ultras. On n'est pas obligé de comprimer tout le reste. Au contraire. Et ça, c'est un peu l'expérience le partage d'expérience ou la réflexion que je veux amener cette petite voix potentiellement dans le paysage aujourd'hui pour dire que, alors ça se fait pas à n'importe quelle condition, etc. C'est pas pour dire, voilà, il faut s'entraîner, il faut s'inscrire à des 170 quoi qu'il arrive. Non, c'est plutôt pour dire comment est-ce que c'est conciliable d'avoir une pratique loisir, entre guillemets, du 100 miles. C'est-à-dire, on a quelques créneaux dans la semaine. On ne veut pas tout comprimer et faire une croix et organiser toute sa vie, et on ne peut pas autour de l'ultra, mais du coup, comment on fait pour les réussir avec une pratique, on va dire, amateur. Et du coup, moi, ça fait 10 ans, du coup, depuis mon premier ultra. Grosso modo, il y a une pause pendant le Covid, notamment, mais sinon, ça a été en général 1, 2 ou 3 par an. Et pour moi, ce que je vais vous partager, il y a 4 éléments. 4 éléments sur cette préparation et sur comment potentiellement ça peut être possible si on veut le faire en s'entraînant peu. La première chose, c'est que dans les 5 dernières années, du coup, on a déménagé à Lyon, donc j'habite en plein centre-ville de Lyon, Lyon 3, voilà, vous voyez la place Bellecour, le cœur de la presqu'île, je suis à 300 mètres, donc un environnement très urbain. Ça fait 5 ans du coup depuis que notre première fille est née, maintenant on en a 3 en bas âge, 1, 3, 5, et pour moi la priorité, ou on va dire ce que je veux donner comme priorité depuis 5 ans, c'est d'être là avec mes enfants tous les soirs et tous les week-ends. Donc quand on combine, on habite en plein centre-ville, pas de sortie longue, parce qu'a priori, on veut être avec eux. Il y a le taf aussi dans la semaine. Donc, pas de sortie longue. Pas d'accès au dénivelé, parce que je suis dans le centre-ville de Lyon. Donc, à part quelques marches pour monter à Fourvière ou pour monter à Croix-Rousse, et ça doit représenter au maximum 100 mètres de dénivelé. Et j'ai horreur
de faire, on va dire, le hamster, donc je le fais jamais, je fais jamais des séances de montée-descente, je fais jamais des séances de fractionné non plus. Donc la première chose là-dedans, c'est d'être bien conscient du cadre dans lequel on fait intervenir sa pratique sportive. C'est-à-dire que pour moi, c'est simple, il y a l'environnement très urbain, pas de sortie longue, pas d'accès au dénivelé, pas de fractionné parce que j'aime pas ça. Et du coup, ça, c'est mon cadre dans lequel je vais essayer et j'essaye et je mets ma préparation, on va dire, pour l'ultra et ma pratique sportive. Donc ça veut dire que ça se résume par quelques fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, une sortie de course à pied de 45 minutes à 1h15 maximum. Donc ça, déjà, potentiellement, ça c'est le premier message, c'est il y a des choses où, entre guillemets, on n'y peut rien, ou des acquis, des données qui nous sont données par le cadre de vie qu'on met avant sa pratique sportive. Et du coup, c'est possible, on n'est pas obligé d'habiter au pied d'une montagne avec 1000 de dénivelé derrière son jardin, on n'est pas obligé non plus de faire une croix sur le temps passé en famille ou avec les amis, ou sur les opportunités professionnelles pour réussir à faire des 100 miles. De façon, on va dire, durable, au sens où là, c'est un peu le message, et moi, ce qui m'apparaît, c'est ça fait 10 ans. Donc, en 10 ans, il s'est passé des choses au boulot, il s'est passé des choses en famille, il s'est passé des choses dans la vie, même où est-ce qu'on habite, etc. Et ça reste possible. Donc, on peut le faire de manière durable. Quand on dit de manière durable, là, c'est sur une décennie. Alors, certes, je suis encore jeune, entre guillemets, j'ai moins de 35 ans, j'en ai 32 aujourd'hui. Mais sur une décennie, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Passer de personne, on va dire, non mariée à mariée et 3 enfants. Dans le job, pareil, passer de à l'école, en école de commerce, à aujourd'hui, du coup, quasiment 10 ans d'expérience pro l'année prochaine. Et pareil, 5 ans à Paris, maintenant à Lyon, dans des environnements qui sont variés, avec des temps professionnels et tout qui sont différents. Donc, peu importe, on va dire, son cadre, pour sa pratique sportive, on peut réussir à caler des ultras et des 170 1, 2, 3 fois par an à long terme, non seulement à long terme, donc en fonction des variations des autres paramètres de la vie que sa vie sportive, et 2, aussi de façon durable, c'est-à-dire, alors j'ai pas le recul, je sais pas comment je serai à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans, mais du moins là, après 10 ans d'ultra, j'ai de la chance, je touche du bois, je me suis jamais blessé en ultra, j'ai jamais dû arrêter ne serait-ce qu'1 ou 2 semaines de courir où j'ai pas pu m'entraîner parce que j'étais blessé. Donc, a priori aussi durable. Je me sens pas spécialement fatigué ou quoi au quotidien. Donc, a priori aussi durable, on va dire, pour le corps, du moins jusqu'à maintenant. Et ça veut pas dire que c'est valable pour tout le monde ou que ce sera valable pour moi en tout temps, mais du moins, je partage l'expérience à date. Donc ça, c'est la première chose. Le cadre n'est pas donné par la pratique sportive. Et ça sert à rien d'en vouloir à ce cadre ou de se dire moi je peux pas faire des ultras parce que ça. Non, je suis intimement convaincu que c'est pas vrai et que justement l'enjeu, ça devient quand on a un cadre qui n'est pas donné par sa pratique sportive et qui a priori nous laisse pas 15, 20, 30 heures par semaine avec du dénivelé pour s'entraîner en course à pied et en trail, mais c'est quand même possible. Le deuxième message sur les 10 100 miles en 10 ans que je voulais aussi partager avec vous, c'est que du coup, quand on avance comme ça, ou du moins pour moi, jusqu'à maintenant, ça a été ça, et je ne sais pas si avec le temps, les impératifs professionnels, je ne sais pas, à la retraite ou plus tard, est-ce qu'ils diminueront? Est-ce que la charge mentale aussi affectée notamment aux enfants, et là avec 3 enfants en bas âge, va diminuer au fur et à mesure où ils vont grandir, voire partir de la maison? Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour moi, dans ces 10 ans, il y a eu de plus en plus de charge mentale pour d'autres domaines de la vie, et c'est ce qui la rend aussi super excitante et trop cool, mais c'est un fait. Donc il y a plus de charge mentale par ailleurs sur les autres secteurs de la vie. Du coup, ça veut dire que potentiellement, j'ai moins de temps depuis les 5 dernières années, et a fortiori maintenant avec le troisième qui est 14 mois, que ce que j'avais il y a 10 ans, où je pouvais aller m'entraîner à peu près quand je voulais, où on pouvait choisir de faire des week-ends, des soirs, à la montagne ou ailleurs pour s'entraîner, etc. Donc ça veut dire qu'en plus, dans les 10 ans, il y a eu cet impératif, entre guillemets, de si je veux réussir à ce que mes 170 se passent aussi bien, voire mieux, au fur et à mesure des années, sachant qu'il y a une charge mentale par ailleurs qui augmente, ça veut dire que sur le temps que je vais passer en basket, qui potentiellement diminue ou reste stable, mais n'est pas extensible, et encore une fois, là, c'est 2-3 fois par semaine, maximum 1h15, voire 1h30, du coup, ça donne un impératif qui est de devoir faire mieux en moins de temps ou avec le même temps.
pour se préparer. Et donc du coup, ça a été la deuxième composante pour moi, ça a été d'essayer de me plonger dans tous les paramètres d'une préparation. C'est-à-dire qu'au début, les premières années, mes premiers trails, mes premiers 170, j'avais de la chance, il se passait bien au sens où je l'ai terminé. J'ai terminé dans la première moitié en général. Et il y en a un que j'ai dû abandonner en 2017, l'UT4M, et je sais pourquoi. Mais mentalement, j'y étais pas, j'avais pas envie, etc. Et au 80e, bon bah voilà, j'ai arrêté. Et c'est très bien, et j'ai appris de ça. Et c'est génial, et je diabolise pas du tout. Mais du coup, je reviens à... ça m'a forcé à... Et moi, c'est ce qui m'a intéressé avec le temps et avec ces contraintes qui augmentaient, à prendre un pas de côté, prendre un peu de recul sur cette pratique qui était naturelle. Pour moi, c'était naturel et j'avais jamais eu de soucis, on va dire. Je m'étais jamais blessé, j'avais toujours quasiment terminé mes courses, toujours dans la première moitié, toujours en prenant du plaisir. Et du coup, à un moment donné, pour réussir à faire ça, et puis c'est une envie aussi que j'ai eu à peu près il y a 3 ans, ça a été de me poser sur finalement ce que j'ai toujours fait un peu de manière assez naturelle, où j'ai jamais eu de bloqueur, etc. Mais en fait, est-ce que je peux prendre du recul pour analyser et confronter mon expérience que je ressens avec ce que nous dit, on va dire, la science, les différentes approches théoriques de la pratique de l'ultra-distance. Et du coup, ça fait un peu plus de 2 ans que je me pose vraiment sur chacun et chacune des composants et des composantes d'une préparation à l'ultra. Tout ce qui va entrer en compte dans un ultra. J'ai vraiment une démarche où j'essaie de me questionner et de confronter ce que je fais, ce qui se fait, ce que dit la science, ce que dit la théorie, pour ensuite essayer de tester et voir ce qui se passe sur toutes les composantes d'une préparation. Ça veut dire préparation mentale. Et ça, vraiment, j'y suis hyper attentif parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose, par mon expérience de vie d'avant, et notamment quand j'étais adolescent et être sportif de haut niveau en badminton, on se rassure, hein, c'est pas en foot, hein, c'est un petit sport, entre guillemets, il y a beaucoup moins de pratiquants, etc. Donc être sportif de haut niveau en badminton, ça n'a pas la même équivalence pour moi que d'être sportif de haut niveau en foot, en basket, en rugby ou autre. Donc ça a été pour moi la prépa mentale. Et de découvrir qu'en fait, il y avait des trucs qui pouvaient me paraître naturels ou que j'avais toujours plus ou moins fait, etc. Mais en fait, en regardant la théorie, il y a des exercices et on peut les travailler et s'améliorer là-dessus. Et du coup, ça a été donner un cadre, une structure et prendre plaisir à faire ça. Prépa mentale, biomécanique de course, la gestuelle, la foulée, les mécanismes de modération de force d'impact. Qu'est-ce qui se passe quand on court 2 heures? Qu'est-ce qui se passe sur sa foulée et sur son système musculo-squelettique quand on court après plus de 10 heures, après plus de 20 heures, quand on a du dénivelé positif, négatif, etc. Deuxième thème, la biomécanique de course. 3, c'est les allures et les intensités d'entraînement. C'est-à-dire que comme on a, allez, grosso modo, j'ai 3-4 heures par semaine pour m'entraîner, en fait, quelle paire de chaussures je vais mettre, avec quelle foulée, avec quelle fréquence, etc. Mentalement, comment je vais me préparer, en dehors de ces séances aussi, et puis sur ces séances, à quelle allure, avec quelle intensité je vais pouvoir les faire. Sachant qu'il y a des choses que je ne veux pas faire, par exemple de la haute intensité, du fractionné, etc., avoir une montre, courir avec une montre, etc., je veux pas. Pour l'instant, j'y prends aucun plaisir, peut-être qu'il y a de la valeur avec, y compris pour moi, peut-être que je serai meilleur, peut-être, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie et ça me parle pas et j'y prends pas plaisir, du moins pour l'instant, j'y viendrai peut-être, je sais pas. Mais ça, c'était une autre contrainte sur les allures et les intensités d'entraînement. Et enfin, on a parlé, pas d'accès à des dénivelés, et pas d'accès à de sortie longue. Donc, du coup, ça a été pour moi définir, ok, d'après la théorie ou d'après la science, qu'est-ce que, sur ces allures et ces intensités d'entraînement, je devrais prioriser sur ces 3-4 heures où je peux aller courir par semaine pour maximiser mes chances de kiffer, de terminer en kiffant mes ultras. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Pour moi, c'est le plaisir avant tout. Et ensuite, si j'ai du plaisir, ok, je termine. Si j'ai pas de plaisir, bon, j'arrête. Si j'ai du plaisir, ok, je termine. Et ensuite, si je termine, comment est-ce que je peux terminer mieux? Mais c'est bien dans cet ordre de priorité-là. De la même façon que pour terminer mes ultras, c'est d'abord, priorité, ok, je place les moments que j'ai envie de passer avec mes enfants, avec la famille, avec ma femme. Ensuite, les objectifs, on va dire, entre le pro, le sportif, le familial, social. Et enfin, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qui va rester pour le sportif pur et pour l'ultra? Et bien là, c'est un peu la même chose sur les allures et les intensités d'entraînement. Il y a plein de choses qui potentiellement peuvent vous faire gagner de la performance. Mais là, la question, c'est pas qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui me ferait gagner de la performance. La question, c'est comment est-ce que je peux maximiser l'efficacité du temps que je passe contraint mes 3 heures d'entraînement par semaine. Comment est-ce que je peux maximiser la valeur de ces entraînements-là avec pour objectif en numéro 1 le plaisir. En numéro 2, le fait de pouvoir terminer ces distances-là. Et en numéro 3, accessoirement, si je peux les terminer un peu plus rapidement, tant mieux. L'autre domaine, après, ça a été de se poser sur l'hydratation. Ensuite, ça a été de se poser sur l'alimentation.
Et là, pareil, c'est un domaine qui est tellement vaste, l'alimentation, où en fait, quand on regarde, il y a des milliers, des milliers, des millions d'études qui sont faites, mais quand on va chercher des études sur de la longue distance, en trail, quand on est amateur, ah ben là, c'est beaucoup plus rare, et voire, c'est quasiment inexploré. Et donc ça, c'est la première chose sur l'alimentation. Et la deuxième chose sur l'alimentation, c'est qu'on voit que on a globalement, la façon de voir et d'aborder l'alimentation, c'est de dire, bah, tel aliment, il est bien pour ça. Tel truc, il faut pas être carencé, donc il faut en prendre aussi. Et puis tel truc, il faut en prendre aussi. Et puis tel truc, c'est bien pour ça. Et puis tel truc, c'est bien pour ça, etc. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec, ah ok, bah du coup, je vais manger de l'avocat parce que c'est bien. Ah bah du coup, je vais manger des oléagineux parce que c'est bien. Ah bah des électrolytes parce que ça apporte quelque chose. Ah puis là, il faut que j'ai une recharge glucidique de temps et tout. Et on se retrouve à la fin et on se dit, waouh, il faut que j'ingère. Là, j'entendais une vidéo l'autre fois qui parlait, et c'est très bien, et le travail a été très bien fait. Mais du coup, ça prenait, c'était un ratio de nombre de grammes par protéine de poids de corps en fonction de en fonction de la durée de l'effort. Et du coup, donc voilà, donc c'était une étude qui avait été faite sur des coureurs qui faisaient, je crois, des efforts de 3 heures ou de 5 heures en laboratoire. Donc l'étude très valable, vraiment scientifique, groupe A, etc. Mais du coup, la conclusion, c'était qu'il fallait manger tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides par jour, par kilo de poids de corps, par personne. Et du coup, c'était très valable, et cette étude, elle est géniale, et c'est très bien. Mais c'était fait et mesuré pour des gens qui font une épreuve de 3 heures. Et du coup, quand j'essaie de prendre et d'extrapoler ces résultats, et d'ailleurs c'est ce que la personne faisait dans la vidéo, d'extrapoler ces résultats à un cas particulier, au sens où, en fait, ce qu'on va faire, c'est un 170 km, premier cas particulier. Et deuxième cas particulier, c'est que potentiellement, comme c'est des valeurs par kilo de poids de corps, faisant plus de 80 kg, bah, du coup, plus de 80 kg et 170 km, j'arrivais avec des quantités astronomiques de glucides, de lipides et de protéines à ingurgiter tous les jours. C'était délirant, entre guillemets. Donc sur l'alimentation aussi, c'est d'essayer d'aller voir, d'aller tester et d'essayer de comprendre les mécanismes spécifiques à l'ultra-endurance avec un volume d'entraînement qui est celui d'un amateur. Et enfin, le dernier thème sur lequel j'essaie de prendre du recul, c'est la gestion de course. Et donc, comment est-ce qu'on peut gérer au mieux ses efforts, ses ravitaillements, etc., sans se prendre la tête, sans que ce soit naturel, mais avec cette exigence, et ça c'est le deuxième message en conclusion, c'est vraiment le deuxième message, c'est faire mieux en moins de temps. Certes, on gagne en expérience parce que maintenant, bah, du coup, j'ai 10 ultras de 170 dans la besace, entre guillemets. Et puis, il y a eu beaucoup de courses de 20, de 30, de 40, de 80, de 100 km en plus. Donc, certes, il y a de l'expérience et on peut jouer dessus. Mais avant tout, l'impératif, c'est il y a plus de charge mentale sur d'autres trucs, il y a moins de temps pour s'entraîner et plus de contraintes. Et du coup, comment est-ce que je peux maximiser chacune des minutes que je passe à l'entraînement, parce que j'en ai moins, mais je les rends chacune plus efficaces. Et chaque jour, ce que je vais faire dans ces minutes-là va être peut-être 1% plus efficace. Et là, c'est Darren Hardy, c'est le compound effect, c'est le fait que si à chaque sortie, chaque jour, je fais 1,5% de mieux ou de plus efficace que la sortie d'avant, et ben avec les années et au fur et à mesure des décennies, j'espère que ce sera en termes de prévention des blessures, en termes de plaisir, en termes de capacité à terminer et potentiellement de performance, et ben que ça s'améliore. Le troisième truc, c'est que on passe au troisième thème derrière les 100 miles, 100 miles en 10 ans, c'est de toujours savoir pourquoi je le fais. Et ça, c'est hyper important. Que ce soit pour la première fois qu'on a envie de faire un ultra, ou n'importe quel autre projet, mais là on parle d'ultra. Que ce soit pour la première fois où on a envie de faire un ultra, pour la deuxième fois où on a envie de faire un ultra, pour la cinquième fois où on a envie de faire un ultra, là pour la 10e fois où on a envie de faire un ultra, et je suis inscrit à un 11e, et j'ai trop envie d'y aller, et c'est dans 2 mois, donc aussi tout se passe bien, et on verra. Mais du coup, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et c'est une chose de savoir pourquoi on le fait une fois, c'en est une autre pour la 5e fois, c'en est une autre pour la 10e fois, etc. Mais constamment savoir pourquoi on le fait. Et notamment l'UT4M, si j'ai abandonné en 2017, c'est pas parce que j'avais pas les jambes, c'est pas parce que j'avais pas de quoi le terminer, c'est juste que en fait, fondamentalement, je savais pas pourquoi je le faisais, ou plutôt, je savais pourquoi je le faisais, et c'était des mauvaises raisons. Parce que je m'étais dit, ok, vas-y, l'année dernière, j'ai enchaîné un Eiger, enfin bref, j'ai enchaîné, dans la même année, j'ai enchaîné un Vulcain, une Transobrac, une Transjus, un Eiger, un UTMB, une Diag, une Transgrande Canaria, en moins de 12 mois. Du coup, je suis un super-héros, entre guillemets, et l'année d'après, la saison d'après, si je fais pas au moins 100 miles dans l'été, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un espèce de mini-statut intérieur à défendre. Non, je savais pas pourquoi je le faisais, ou plutôt c'était une mauvaise raison de le faire. Ça a pas manqué, j'ai abandonné. Et donc du coup, savoir pourquoi on le fait.
Et ça, c'est hyper, hyper important. Et pour moi, ça, c'est très clair. Et la raison pour laquelle je continue, est parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie et parce que pour moi, ça et cet effort précisément du 100 miles, c'est pas pour dire voilà, je fais plus que quelqu'un qui fait un 100 ou je suis un malade. Non, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire plus vite, on peut toujours faire mieux, etc. Non, moi ce que j'aime dans ces épreuves, c'est que pour moi, du moins, j'arrive quand même quasiment à la limite où on peut le faire en étant super agile, c'est-à-dire juste avec un sac à dos avec 3-4 kilos dans le dos, entre un petit peu de matériel obligatoire pour se couvrir et être en sécurité, un peu à boire, un peu à manger, parce que un peu au sens où tous les 15 km, il y a un ravitaillement, et sans avoir, on va dire, à dormir, ou du moins de limites physiologiques qui font qu'on doit s'arrêter. Donc pour moi, cet effort-là, c'est celui que je maximise là-dedans, qui dure suffisamment longtemps. Aussi, et pour moi, c'est hyper important, et ce que j'adore dans ces épreuves spécifiquement de 100 miles, c'est qu'il y a jour, nuit, jour, ou nuit, jour, nuit. Enfin bref, en général, ça dure significativement de plus de 24 heures. Et du coup, c'est un effort qui dure plus longtemps que tout ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne, entre guillemets. Même une journée de boulot qui est hyper intense, où on va commencer très tôt, finir très tard, bah finalement, ça dure la moitié du temps de ça. Donc, dans cette durée d'épreuve, dans le fait qu'il y a un cycle, plus qu'un cycle circadien complet, voire deux, bah du coup, c'est une épreuve dans laquelle on se perd. C'est une épreuve où, à un moment donné, on perd la notion du temps. Et en plus, moi, je l'ai fait sans montre, et je m'entraîne sans montre, enfin, j'ai pas de montre. Mais du coup, c'est vraiment... allez, c'est bateau ce que je vais dire, mais on se perd dans l'épreuve, on perd la notion du temps, et c'est là où on se trouve, entre guillemets. Ou du moins, moi, je me trouve où je vais à la rencontre, on va dire, de moi-même, ou d'une façon de faire l'expérience du monde, qui soit un peu modifiée, particulière, sous cet angle-là, avec ce prisme de 24 heures ou plus de fatigue, entre guillemets, ou d'effort, ou d'avancée. Et ça m'intéresse. Et ça, c'est spécifique aux 100 miles, je trouve. J'ai jamais fait significativement au-delà, donc je peux pas dire. Mais c'est quelque chose que je retrouve par rapport à des épreuves qui sont plus courtes pour moi. Et c'est notamment la distinction que je fais, alors qui peut se retrouver dans les 100K, 100 miles, les catégories, on va dire, UTMB. Mais pour moi, c'est assez spécifique aux 100 miles et je l'ai pas dans les 100K. C'est vraiment de se perdre pour trouver quelque chose d'autre. Et là, je vais vous citer une citation parce que ça me tient à cœur et je la partage avec vous. Ma belle-mère m'a conseillé Marcher à Kerguelen de François Garde, donc je m'exécute, je commence à la lire et j'adore ça. Et du coup, il y a page 53, une citation que je vous partage sur justement le fait de se perdre et perdre la notion du temps. Lui, c'est pas du tout en trail ni en 100 miles, ils sont 4 et ils traversent Kerguelen en 25 jours. Kerguelen complètement inhabité, il y a port aux Français, à un endroit où il y a juste des expéditions scientifiques, etc., qui partent une partie de l'année. Mais eux, ce qu'ils font, il y a aucune trace de vie, il n'y a jamais personne quasiment qui y est allé là où ils passent, et ils passent 25 jours en itinérance en autonomie totale à 4. Et du coup, il nous dit, avant de partir, donc le bateau qui les dépose à Kerguelen et qui fait les liaisons avec les terres australes françaises s'appelle le Marion Dufresne. J'ai laissé à bord du Marion Dufresne passeport, téléphone portable, carte de crédit, billets et pièces. Même la petite chaîne en or avec une pépite rapportée de Guyane que je porte autour du cou depuis 20 ans. Et ma montre. Ainsi, j'ai choisi de perdre le temps. Dans ces paysages où ne résonnent les cloches d'aucune église, sans remettre au mouvement des astres, aux impératifs de l'estomac, à la dictature de la fatigue. Je me suis progressivement désintoxiqué de l'impérialisme du cadran. Et ça, c'est hyper important et ça fait écho, j'espère. J'ai choisi de perdre le temps. Et ça, pour moi, c'est ce qui se passe dans une épreuve de 100 miles, en continu comme ça, après notamment une nuit, le milieu de la nuit et au petit matin. Là, on partait à 17h. Le lendemain matin, à partir de 6h, quand il commence à faire jour, bah, du coup, c'est ça. On a perdu le temps, entre guillemets. On s'en remet au mouvement des astres, incroyable, aux impératifs de l'estomac, à la dictature de la fatigue. Voilà. Bref, donc ça pour moi c'est ça, et c'est le pourquoi je le fais, c'est cet effort-là spécifiquement sur cette distance pour me perdre et me trouver, être à un autre rythme. Mathieu Blanchard aussi, Vie d'aventure, revenir à quelque chose d'assez essentiel, son ressenti, son corps, manger, boire, dormir, avancer, ne pas dormir, avancer, etc. Ensuite, pour moi, le pourquoi je le fais, donc ça c'est la plus importante des motivations pour moi. Le deuxième, c'est d'être dans un endroit à une période que j'adore. Donc là, c'est au printemps, les jours sont assez longs, voilà, la nature ressort, renaît, entre guillemets. J'aime bien faire des 100 miles plutôt en début de saison et au début du printemps, dans un endroit
que je connais pas, souvent à l'étranger, dans un massif que j'ai jamais parcouru, voir un pays, voir une langue, une culture que je ne connais absolument pas, et du coup c'est une façon d'en faire l'expérience. Alors je dis pas que c'est parfait, et la critique est facile de dire ah bah ouais bah c'est un gars qui va courir 170 bornes au fin fond de la Croatie et qui croit qu'il a découvert la Croatie quand il revient. Non, sur un circuit UTMB qui est hyper aseptisé, etc. Non, loin de moi cette idée. Simplement ce que je dis c'est que c'est une façon de faire l'expérience de ce territoire que de le parcourir à ce rythme-là, en plus au rythme de la marche, et en continu, le jour, la nuit, de voir tout un cycle finalement à un moment donné de l'année, bah, c'est une façon de faire l'expérience du territoire qui moi m'intéresse et que je trouve hyper riche et qui du moins me nourrit. Ensuite, c'est la partager. Et partager ces épreuves, et pareil, par leur durée, par leur dénivelé, par ce qu'elles représentent, bah, c'est une forme de partage qui pour moi est assez profonde. Que ce soit, et là en l'occurrence, et merci à lui, et c'était trop cool de partager ça avec mon père, avec qui on a fait le voyage, qui a fait l'assistance, et c'était trop cool. Donc le partager avec son assistance potentiellement, avec les bénévoles avec lesquels on échange, c'est quelques secondes, c'est quelques minutes, etc. Mais ça donne un contexte, ça donne une saveur particulière. Là, pendant l'Istria, bref, sur un des ravitaillements, il passait en fond des films des années 70 de Croatie, enfin des films croates traditionnels des années 70. Bon bah c'était une façon de faire l'expérience de la culture locale qui était assez drôle, assez lunaire. En plus à 3h du mat, on est un peu perturbé, etc. On a passé 2 heures sans voir personne, on va repasser 2 heures sans voir personne. Etc. Enfin bref. Donc c'est un moment de partage, du coup avec son assistance, avec les bénévoles, aussi avec les autres coureurs. Et en plus là, c'était différent par rapport aux autres courses que j'ai pu faire. L'année dernière, j'ai fait la Verbier, donc en Suisse, très alpin. J'ai fait la Snowdonia au Pays de Galles. Donc là, avec beaucoup de concurrents des îles britanniques, des Irlandais, des Écossais, des Anglais, etc. Là, en Croatie, il y avait beaucoup de coureurs de l'Est, des Roumains, des Polonais, des Hongrois, des Slovaques, des Croates naturellement, et finalement assez peu de Français, d'Espagnols, beaucoup de gens du Nord aussi, des Suédois, des Finlandais. Et du coup, c'était aussi hyper riche de le partager avec eux, parce qu'on parle en course, et a fortiori, on passe des heures, des fois tout seul, mais on va aussi passer des heures avec des coureurs, et c'est hyper intéressant. Et là, du coup, à un moment donné, je me souviens, très bonne discussion, on a passé 2-3 heures ensemble avec un coureur croate qui était né, qui avait grandi et qui habitait et qui travaillait à 10 mètres du dernier ravitaillement. Et on passait devant le restaurant familial, et ils avaient un domaine viticole, etc. Et du coup, c'était aussi une façon de découvrir le territoire et le terroir que d'en discuter avec cette personne-là pendant la course. Donc une connexion particulière à ce terroir qu'on partage, hyper intéressant. Et à chaque fois, j'y trouve, et ça c'est le pourquoi que je le fais, c'est dans les 10 ans, et pour revenir au thème chapeau, 10 miles en 10 ans, pour moi, dans ces 10 ans, j'ai les mêmes rêves, on va dire, et le même plaisir à chaque fois que je vais trouver dans ces endroits-là. Et du coup, ces 100 miles à chaque fois ont été des aventures humaines, des aventures sportives, des aventures personnelles, introspectives, mais aussi partagées, et aussi dans des territoires que je ne connaissais pas, et ça que j'adore. Donc le pourquoi est-ce qu'on le fait, hyper important, si aussi, à mon sens, ou du moins c'est ce que je retiens de mon expérience, si on veut réussir en étant amateur, avec les contraintes de la vie courante, à terminer ces 100 miles et à les mettre dans sa vie, sans que sa vie devienne un ultra. Et enfin, la quatrième chose qui m'anime, et c'est notamment à travers cette vidéo, etc., pour faire ces 10 miles en 10 ans, c'est l'envie de partager et l'envie de transmettre aussi, comme aujourd'hui, avec l'Ultra Libre, avec des vidéos, avec les accompagnements personnalisés, où là, pour le coup, je vais beaucoup plus loin, on va beaucoup plus loin, il y a une vraie méthode, il y a une vraie confiance qui est faite, un vrai lien, une vraie affection aussi dans les parcours qu'on fait ensemble avec les personnes que j'accompagne, et je les remercie, et j'ai beaucoup de gratitude pour eux, parce que c'est à chaque fois hyper riche et intéressant et profond. Peu importe d'ailleurs le temps que ça dure. Et du coup, pour moi, c'était important dans cette composante et 100 miles en 10 ans, d'être à un moment aussi où j'ai envie de transmettre possiblement le message que c'est possible de réussir à être amateur, à avoir sa vie, on va dire, de tous les jours, et en même temps à réussir des 100 miles avec une pratique, on peut dire, loisir, au sens non professionnel, où on ne va pas mettre entre parenthèses toutes les autres composantes de sa vie pour pouvoir réussir à faire ça. Et donc la transmettre, ça passe par l'Ultra Libre, vous avez le lien en bas si vous voulez rejoindre, c'est complètement gratuit, ça passe par les accompagnements personnalisés, vous pouvez m'écrire, etc., si vous avez envie qu'on en discute. Et pour moi, ce qui est important, c'est de réussir à, en ayant pris ce recul, et c'était le point 2, à en faire une méthode qui soit transposable.
Et du coup, ça, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de travail, c'est des formations sur la clinique du coureur, c'est des formations du DU de trail de l'Université de Grenoble, c'est beaucoup d'échanges aussi avec des pros dans chacun des domaines qui sont nécessaires à une préparation. C'est aussi, et j'ai hyper hâte, et je m'engage un petit peu là-dessus, mais sur le mémoire que j'ai commencé et dans le cadre du DU de trail, mais pour essayer de formaliser une méthode que j'affine constamment et que vous retrouvez dans les accompagnements personnalisés. Il y en a une partie dans l'Ultra Libre aussi, pour transmettre et faire une méthode pour que ce soit accessible à tous. Que ça je pense que, et c'est Guillaume Millet qui le dit, mais réussir à courir des 170 km avec l'équivalent d'un Everest à gravir, à part si on n'a pas de conditions invalidantes, normalement c'est possible. C'est possible, mais il faut savoir comment faire. Et du coup, c'est ça, moi, qui m'intéresse, et le cœur de l'approche et de mon engagement, on va dire maintenant, c'est de réussir à transmettre ça et à dire, bah voilà, comment est-ce qu'on fait pour que dans sa vie, peu importe son historique sportif, peu importe son passé, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa situation géographique, peu importe l'épreuve qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on peut rendre ça possible dans son équilibre de vie. Et donc ça, c'est le quatrième chose qui, je pense, m'anime aussi dans ces 10 ultras en 10 ans, ou du moins maintenant, il y a une saveur particulière. Voilà, on arrive aux 30 minutes et on passe au deuxième sujet du jour, qui est vraiment un focus sur l'Istria en lui-même et sur cette épreuve. Parce que moi, elle me tentait, et du coup, voilà, je me dis, bah tiens, je vais partager, comment ça s'est passé pour moi, mais deux, quelles sont les caractéristiques un peu de cette épreuve, parce que je la trouve hyper intéressante, et potentiellement, ça peut donner envie à des gens, au moins, de savoir un peu plus ce qui les attend, pour affiner ce désir d'y participer ou pas. Donc l'épreuve d'Istria en elle-même et comment ça s'est passé. Déjà, c'est une épreuve du circuit UTMB et pour moi, donc j'en avais fait l'année dernière des épreuves du circuit UTMB. C'est impressionnant à quel point, alors c'était peut-être spécifique à cette épreuve-là, mais ils sont allés encore un cran au-dessus dans l'organisation, à quel point c'était nickel, entre guillemets, que ce soit pour le parcours. Le parcours, il avait du sens, que ce soit, et des fois aussi, on a des épreuves où en fait, on va faire une course à l'échalote, une course à la distance, et il faut qu'il y ait un 100 miles, mais finalement, soit on va faire deux boucles, j'ai rien contre deux boucles, mais deux boucles ou un parcours qui n'a pas vraiment de sens. Là, le parcours, il a du sens, j'y reviendrai plus tard. Le balisage était nickel, l'expérience en tant que coureur, que ce soit du balisage, que ce soit sur les paysages, que ce soit sur le sens du parcours, d'un point de vue géographique, d'un point de vue rythme, que ce soit les ravitaillements, que ce soit les horaires de départ, les barrières horaires, etc., que ce soit les acheminements sur la course, des sacs, des coureurs, etc., que ce soit le lieu de l'arrivée, que ce soit le lieu de retrait des dossards, les heures et tout ça, c'était fait là avec énormément de bon sens et comme si on s'était mis dans les baskets du coureur et c'était absolument parfait, honnêtement, en termes d'expérience à vivre pour un coureur. Alors je sais, c'est cher, je sais, il y a plein de trucs autres, etc., du business, machin, mais là, il faut dire que du moins l'expérience que moi j'ai eue et la façon dont je l'ai vécue sur cette expérience-là, en tant que coureur, sur ce parcours-là, elle était vraiment nickel. Et aussi pour les accompagnants. Et là, avec mon père qui m'accompagnait, c'était impressionnant de voir à quel point ils avaient aussi tout préparé pour faciliter et faire que ce soit naturel aussi la possibilité pour les accompagnateurs de venir sur l'épreuve, de soutenir, etc. Que ce soit avec les bus, que ce soit avec... Ils avaient fait un dépliant sur où est-ce que c'est possible de venir voir les coureurs, où est-ce que ce n'est pas possible de voir les coureurs. Et ça, hyper important, notamment pour préserver, à un moment on passe dans un parc naturel, c'était pas en accès libre, etc. Et du coup, il n'y a pas de on essaye ou on triche ou quoi. C'était dit très clairement, ok, là, on vient pas voir, on vient pas voir, on vient pas voir. Là, c'est possible. Là, c'est encouragé. Là, il y a de la place pour se garer, etc. Voilà les heures prévisionnelles, tout ça. Et donc, du coup, c'était assez impressionnant. Donc, première chose sur l'Istria elle-même et sur ce circuit UTMB, impressionnant. Et vraiment, c'était nickel. Et j'ai l'impression encore un cran au-dessus en termes d'expérience par rapport à même l'année dernière. La deuxième chose, c'est sur spécifiquement ce parcours de l'Istria, 170 km. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans et tout, et ce pourquoi j'y allais, entre autres, c'était pour avoir un parcours de 100 miles, donc 170 km, grosso modo, avec 6500 de D+. D'habitude, beaucoup des épreuves de 170 km, le format, on va dire, classique, UTMB, Diag, Verbier, Pays de Galles, la Snowdonia, etc., c'est que souvent, on est plutôt à 9, 10 000, 11 000 de D+. Là, du coup, il y avait 6500 de D+, donc c'est à peu près 2 tiers, et du coup, ça fait quand même une différence assez significative. Donc ça, pour moi, c'était l'objectif, c'était d'aller me confronter pour la première fois à une course de 100 miles, qui est un peu plus roulante, surtout vers la fin,
et essayer de relancer et de voir, ok, jusqu'à quand je pouvais relancer, sachant que c'est pas le dénivelé, on va dire, qui allait me freiner. Sur les 100 miles avec 10 000 de D+, bon, bah, il y a des moments où on court pas, ou du moins moi je cours pas, parce que, bah, à un moment ça monte trop fort, ou ça descend trop fort après tant de kilomètres, j'arrive plus à courir, ou sur le plat, etc. Là, l'objectif, c'était de voir, avec 2 tiers de dénivelé en moins et réparti comme il est réparti, est-ce que j'arrivais à relancer et finalement, que ce soit pas le parcours qui me contraigne, sans contrainte du parcours, est-ce que j'arrive à trouver les ressources et le plaisir de relancer et de courir jusqu'au bout. Donc ça, c'était mon premier défi. Le deuxième défi, c'était, enfin pas le deuxième défi, mais ce qui m'intéressait sur cette Istria, c'est qu'il y a vraiment un parcours en 2 étapes. Il y a 2 courses dans l'une, quasiment. Et c'est ça qui faisait aussi tout le sens de ce parcours-là, c'est que les 100 premiers kilomètres, donc en gros, l'Istrie, c'est une péninsule comme ça. On partait d'un côté avec l'Adriatique, on arrivait de l'autre côté avec l'Adriatique, et sur je crois que c'est l'Adriatique des 2 côtés, hein, et, ou la Méditerranée, c'est sûr, on prend pas de risque. Et donc du coup, sur cette péninsule, on partait d'un côté, et on commençait par donc partir d'un village, et on était dans la partie où il y avait un parc naturel, et donc avec une ligne de crête, et vous la verrez dans les vidéos plus tard, une ligne de crête qu'on suivait pendant 100 km. Donc du départ jusqu'à la base vie du 100e kilomètre, en gros on faisait et on suivait cette ligne de crête qui allait maximum à 1005 d'altitude, et puis qui partait du niveau de la mer. Et du coup, c'était quand même assez intéressant. Les parcours étaient, les paysages étaient super beaux. L'atmosphère aussi, de passer de 17h, l'heure du départ, jusqu'à, pour moi du moins, c'était le lever du soleil, l'arrivée aux 100 km et à la base vie. C'était vraiment cette première partie de course, avec plus des 2 tiers, il y avait 4000 de D+, je crois, au total sur les 100 premiers kilomètres, et qui suivait cette ligne de crête dans ce parc naturel, d'un côté de l'Istrie, où du coup on avait la mer d'un côté. Donc on part d'un côté de la mer, on fait cette ligne de crête et ce parc naturel, on arrive à la fin des 100 premiers kilomètres, on est au milieu de la péninsule, et là il nous reste 70 km jusqu'à l'arrivée, où grosso modo c'est une plaine alluvionnaire, avec des villages qui sont perchés sur des collines de 3 à 400 mètres d'altitude. Et donc il y en avait de mémoire 6 ou 7 à faire comme ça, donc de la base vie des 100 km, on faisait 6 ou 7 fois 3 à 400 de D+, jusqu'aux 17 derniers kilomètres, où là c'était en quasi faux plat descendant continu jusqu'à la mer. Et du coup assez intéressant, et pour moi c'était ça l'objectif aussi, c'était de voir sur ce parcours spécifiquement, est-ce que j'arrive à relancer jusqu'au bout, et notamment à courir dans les 17 derniers kilomètres qui étaient en faux plat descendant. Donc voilà, après j'ai déjà dit, mais au printemps, avec des jours qui sont assez longs, une belle lumière, et on a eu de la chance, énormément de chance sur la météo, où il faisait un temps clair, dégagé, pas trop de vent, pas froid, même un peu chaud le samedi, première chaleur de l'année quasiment. C'était trop bien. Et ce qui était bien aussi, c'est que les 4 parcours du coup du 42, 69, 110 et 170 se rejoignaient. Et du coup, à la fin, depuis la base vie jusqu'au bout, on avait d'autres coureurs, d'autres courses. Et ça, c'était hyper impressionnant. Enfin, déjà, c'est hyper sympa. Il y a des allures qui sont différentes, on croise du monde, c'est vivant, etc. Et ça donne une saveur aussi particulière. Et puis, ce qui était hyper impressionnant, et là vraiment j'en suis estomaqué, et bravo à eux, et c'était impressionnant, c'est que du coup les premiers coureurs, donc les premiers du 69 km, je les ai croisés au kilomètre 110, enfin ils m'ont dépassé au kilomètre 110 dans une descente, et du coup moi j'avais 110 km dans les pattes, eux ils avaient 10 km dans les pattes, et du coup ils m'ont dépassé, mais à une vitesse, je pensais pas que c'était possible. C'est-à-dire je pense pas, même frais comme ça et tout, c'est pas possible de courir à cette vitesse-là. Et non seulement c'est les gars et les filles, parce que les filles les talonnaient à même pas 1 minute, c'était mais impressionnant à quelle vitesse ils passaient dans des endroits qui étaient quand même assez techniques, très pentus en descente. Donc c'est pentu, c'est très technique, ils passent à une vitesse inimaginable, et en plus en peloton. Incroyable. Mais du coup, hyper marquant et impressionnant et magnifique de voir ça. À l'inverse, je me suis fait rattraper à la fin par les premiers, et notamment je suis arrivé exactement en même temps que la deuxième du 110. Et là, on était sur des allures un peu plus proches déjà. Mais alors, les premiers du 69 km à 10 km de course, incroyable. Et donc voilà pour le parcours.
Et ce que vous trouverez un peu sur l'Istria, c'est jamais trop technique, même si il y a quand même pas mal de petits cailloux, surtout sur la première partie. Et du coup, il faut quand même regarder où on met les pieds. On peut se tordre les chevilles un petit peu, mais sinon, c'est souvent assez dégagé. Il y a rarement des singles, c'est rarement très technique, c'est rarement des très gros pourcentages, sauf la plus grosse montée là où on part du niveau de la mer. Je crois que c'est kilomètre 35 pour monter jusqu'à 1005 de D+. Et après, sinon, il y a quand même, et surtout vers la fin, pas mal de chemins qui sont très roulants, des faux plats sur chemins forestiers qui sont très dégagés, pas énormément, on va dire, de saveur ou d'intérêt, et notamment à la fin, et vous le verrez dans les vidéos, on termine là les 12-15 derniers kilomètres, surtout les 7 derniers, sur des chemins agricoles, voilà, qui n'ont pas énormément d'intérêt. Mais il faut bien relier la mer, et puis il n'y a pas le choix, et puis c'est quand même intéressant. Et donc voilà un peu grosso modo ce qui vous attendra sur l'Istria, et c'était un peu le rapport de course. Et après pour moi, spécifiquement la façon dont ça s'est passé, c'est que ce que j'allais y chercher, donc justement, c'était m'entraîner sur ou du moins faire l'expérience d'un dénivelé moindre et un peu plus roulant. Et puis le test que j'aime bien faire, j'aime bien faire des tests ou des thèmes à chaque fois sur chacune des courses, surtout dans cette démarche de vouloir transmettre une méthode, etc., et de constamment prendre du recul sur certains aspects de la pratique. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, je vais, pour une fois, alors que j'ai jamais de problème gastrique ou quoi que ce soit, et je mange régulièrement, etc., et tout se passe bien. Je suis assez réglé de ce côté-là et j'ai de la chance. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit, bah ok, tu manges régulièrement toutes les demi-heures ou tous les trois quarts d'heure, etc., quelques bouchées, et tu manges constamment comme ça, du début à la fin de la course. Mais je me disais ça parce que ça passait bien, parce que ça se passait bien, parce que c'est les conseils que je lisais, parce que j'avais pas de problème avec ça, etc. Mais là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. Et de la même façon que, par exemple, le conseil ou ce que la science dit sur l'hydratation, c'est hydratez-vous à votre soif. C'est là où, a priori, vous serez le plus en ligne et que ça se passera le mieux pour vous, d'un point de vue physiologique du moins. Là, je me suis dit, bah tiens, je vais tester de manger à ma faim. Et donc, je suis parti en me disant, bah j'avais à manger sur moi, les ravitaillements, etc. Mais je suis parti en me disant, bah tiens, je mangerai quand j'aurai faim. Le résultat, c'est que j'ai jamais eu faim. Et donc, les seuls intrants pour ces 26 heures d'effort, pour moi, un peu plus de 20 000 kilocalories, d'après ce qu'on peut estimer à la louche de dépenser, les seuls intrants, ça a été de l'air, du bon air de la péninsule d'Istrie, et de l'eau, et exclusivement de l'eau. Et voilà, si ça en intéresse certains, avec plaisir pour en parler. Je suis pas du tout en train de faire du prosélytisme ou de dire que c'est génial ou quoi que ce soit, mais c'est juste l'expérience que j'ai pu avoir. Et du coup, c'était ma petite touche ou l'expérience que je voulais faire, le petit test sur cette épreuve spécifiquement pour continuer à avancer dans la découverte de physiologiquement comment son corps fonctionne dans ces épreuves-là. Et ça s'est soldé aussi par, du coup, je suis arrivé 37e. Alors j'étais content. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose ou quoi, mais dans la perspective, et peut-être pour conclure là-dessus, ce deuxième thème, qui est un peu le thème, et même les deux premiers thèmes sur ces 10 ultras en 270 km en 10 ans, en étant amateur et avec sa vie en dehors, c'est que du coup le 10e, c'est celui où j'ai le mieux terminé, entre guillemets. Si on regarde le pourcentage de finishers auquel j'arrive à la fin, c'était aussi ma meilleure performance, on va dire. Et pour moi, je le vois vraiment comme la conséquence de j'ai réussi à trouver et à garder mon équilibre, non seulement dans la préparation, mais aussi dans le jour J, dans la gestion des allures. J'ai pris plaisir tout au long de cette préparation, qui pour moi en fait il n'y a pas de préparation, c'est juste quotidien. Et si je devais le courir demain, je le courrais demain. Si j'avais dû le courir il y a 6 mois, j'aurais couru il y a 6 mois, etc. C'est d'être tout le temps prêt, parce que c'est un équilibre finalement dans sa vie, au même titre que le boulot, ça s'arrête pas un jour J, que les enfants ils s'arrêtent pas un jour J, ou qu'il n'y a pas 6 mois de préparation pour les enfants et puis après on passe à autre chose. Pour moi l'ultra c'est un peu pareil, c'est d'être tout le temps prêt finalement, parce que ça fait partie de mon équilibre. Donc équilibre de vie au quotidien, équilibre pendant la course, plaisir maximum, qui s'est traduit en plus par cette performance légèrement meilleure, même si elle n'est pas incroyable, que d'habitude. Donc voilà pour terminer un peu ce message sur les 10 ans, 100 miles, que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que c'est possible et parce que je pense qu'on n'entend pas assez souvent cette voix-là, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ce qui ne veut pas dire que demain on peut courir un 100 miles, mais c'est possible d'avoir une pratique loisir, amateur, avec un bon équilibre de vie, et de réussir à courir et à bien figurer, et à se sentir bien, et à pas être cassé après des 100 miles. On est un peu fatigué pendant une semaine ou deux, mais on n'est pas cassé. Moi, j'ai recouru après une semaine et tout va bien. Le troisième thème, c'est l'importance du ressenti. Et ça, du coup, le DU Trail de Grenoble que je suis cette année, et c'est vraiment trop cool, il y a 4 sessions. La deuxième session, c'était module entraînement et performance. Et du coup, on avait pas mal de cours sur finalement comment s'entraîner, à quelle allure, etc. Et quel référentiel, quel point de repère utiliser pour fixer ses séances, ses allures, savoir comment on sent, sa récupération, etc. Et étalonner sa charge d'entraînement notamment.
Et du coup, il y avait une revue de à peu près tout ce qu'on pouvait utiliser comme paramètres physiologiques. La variation de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque maximum, la fréquence cardiaque de réserve, les seuils, la VMA, la PMA, la VMA ascensionnelle, etc., etc. Il y en avait plein, la lactatémie, la glycémie, etc. Il y en avait plein. Et en fait, la conclusion de non seulement du retour d'expérience un peu qualitatif des coachs, des entraîneurs, des athlètes, y compris au niveau mondial et des champions du monde et championnes du monde surtout, qu'on a pu avoir, comme les conclusions scientifiques et de chercheurs qui se posent sur la validité et l'étalonnage de ces intensités, c'est que finalement, c'est le ressenti, c'est-à-dire la note de perception ressentie à l'effort, le RPE. Il y a 2 échelles d'ailleurs, j'ai oublié leur nom, mais qu'on peut exprimer sur 2 échelles, mais c'est le ressenti de la difficulté et du degré d'intensité de la part du coureur ou de la coureuse lui-même qui était le plus fiable et le plus directement et le plus simplement corrélé avec l'intensité physiologique de l'entraînement. Et même, il y a certains entraîneurs qui partageaient, et c'était hyper important, que eux, ils donnaient des séances avec un RPE prévu, donc un indice et un ressenti de difficulté, d'effort et de fatigue prévu, et ils le comparaient avec le réalisé, celui que l'athlète donnait. Et que ça, finalement, c'était le meilleur étalonnage pour définir les allures et les intensités d'entraînement. Voilà, je pose ça là parce que je pense que c'est hyper important. Parce que globalement, il y a beaucoup de messages où on va avoir des plans d'entraînement qui sont tout faits avec des pourcentages de FC max ou avec des pourcentages de VMA, etc. Alors que dans le trail, dans l'ultra, il y a tellement de variations qui sont dues au terrain, en fonction de la distance qu'on va faire, en fonction du type de dénivelé, en fonction des conditions météo, en fonction de l'altitude. Il y a tellement de types de différences en fonction des gens aussi, c'est-à-dire l'historique, l'âge, la fatigue à un instant T, etc., qui font que quand on prend un plan d'entraînement tout fait, ou quand on prend des intensités qui sont calées sur autre chose que sur le RPE, forcément, on a plus de chances, on va dire, de tomber à côté. Voilà, c'était mon dernier message, avec plaisir pour en parler avec certains si ça vous intéresse, mais l'importance du ressenti comme le meilleur étalon finalement pour s'entraîner et pour se piloter et pour se guider, notamment au plaisir quand on est amateur et qu'on veut réussir à faire ces petits défis, ces petits challenges qui peuvent aller jusqu'à, même plus, mais potentiellement 100 miles. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre temps, avec plaisir, j'étais très content de vous partager ça aujourd'hui et de vous retrouver. Et puis je vous laisse avec j'ai coupé, j'avais fait 6 ou 7 vidéos un peu avant et pendant l'Istria qui valent ce qu'elles valent, mais ça vous donne aussi un aperçu global, un aperçu très concret de à quoi ressemblent ces paysages, où est-ce qu'on court, quelle est la température, quelles sont les vues qu'on peut avoir, le type de terrain, etc. Et puis en plus vous avez le ressenti de moi, vous verrez qu'à la fin je suis un peu moins frais qu'au début, mais du coup je vous laisse avec ça. Encore merci, à très vite, prenez soin de vous et kiffez bien sur les sentiers à votre manière. Dans tous les cas, il n'y a pas forcément de dogme, c'est avant tout ce qui nous fait plaisir et notre équilibre qui peuvent et qui doivent, à mon sens, nous guider. Ciao. Petite matinée sur le port d'Oumag avec mon pep. Il est 10h, on vient d'aller chercher les dossards, départ à 17h depuis les montagnes qu'on aperçoit derrière. Ça va être trop cool et en tout cas très bel endroit sur l'Adriatique. Oh là 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 là. Je pas fait le départ parce que je voulais kiffer le moment à fond. Et là on doit être 4-5 km après le départ. Et le temps comme le parcours, c'est quand même dingo. Là c'est quand même assez ouf. 360, soleil encore haut. Là on va se faire toute la ligne de crête en bas, en devant. Mais d'abord, il faut descendre à la mer. Incroyable. Je sais pas si on peut être mieux. On est à 4 minutes du coucher du soleil. D'un côté, l'Adriatique, le bout de la péninsule. Là, la crête, le soleil couchant incroyable. Et arriver par là-bas, au bord de l'Adriatique, de l'autre côté de la presqu'île. Incroyable. Ça y est, le téléphone remarche. Il va être 16h et quelques. Donc on a fait un bond de quasi 24 heures. Et oui, parce que quand on le secoue trop,
Mon iPhone se met en sécurité, on ne peut plus l'utiliser. Mais moi, il reste 18 km, je crois, à peu près, en ravitaillement. Et c'est que des grandes lignes droites, légèrement montantes, mais sinon, tout en faux plat descendant, pour arriver jusqu'au centre-ville et la place du port. Alors ça, c'est le deuxième de la course du 100K. Impressionnant. Ben voilà, encore un peu moins de 3 heures pour arriver sans se presser. Voilà, c'est l'arrivée dans 3 km, je pense. Avant le coucher du soleil, je suis content. J'arrive plus à courir à la fois. Et c'est trop cool. Même si ça fait 10 bornes, on prend du chemin agricole. Voilà, bah une belle aventure. Là, c'est tout tranquille. Ça va contraster sur la place de l'arrivée, place principale de la ville, au bord de l'eau, à côté de l'église. Ça va être cool. Et voilà, 10e 100 miles terminé. Il y a pire, non, comme arrivée que ce front de mer.